beaucoup d'historiens italiens, au moins depuis les années 50, hein, au minimum, beaucoup d'historiens espagnols depuis les années 70, 80, ont travaillé sur l'esclavage en Europe. Or, et notamment en Europe méditerranéenne, or c'est le miroir de ce qui se passe en Afrique du Nord. Et le fait que ce soit le miroir dérange en fait, parce qu'évidemment, l'Europe, et plus encore l'Europe des Lumières, c'est censé être en avant sur tout, et notamment sur ces barbares du Sud. Alors, il y a encore des gens qui utilisent d'ailleurs le mot barbaresque dans leurs livres, hein. Ça, c'est complètement édifiant. Donc en fait, il y a une symétrie. C'est-à-dire que en Méditerranée, ce qui se passe depuis l'époque médiévale et plus encore depuis le XVIe siècle, c'est qu'il y a une course implicite, il y a une guerre implicite entre les zones chrétiennes et les zones musulmanes. Si donc il n'y a pas de traité de paix ou de trêve entre un pays chrétien et un pays musulman, l'un ou l'autre peut décider de subventionner ou d'armer des corsaires qui vont s'attaquer à la puissance ennemie. Donc, un corsaire musulman d'Afrique du Nord peut attaquer un navire européen qui est en guerre avec son propre pays et, et piller donc les cargaisons, mais aussi ramener l'équipage chrétien et les passagers chrétiens en Afrique du Nord. Et ensuite demander des rançons pour ces captifs. Et l'inverse est la même chose. Bienvenue, Mohamed Waldi. Merci de me rejoindre dans ce podcast pour parler de votre dernier ouvrage qui est en background, que je me suis procuré il y a quelques jours, que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire, sur un sujet extrêmement important, hein, qui fait l'objet de beaucoup de fantasmes, notamment en Occident, et qu'il était très important comment dire, enfin, très important de revenir aux fondamentaux, hein, de décrire un petit peu la réalité des choses, de déconstruire tout ça. Donc, oui, ben, cet ouvrage tombe très bien. J'étais très content de voir que vous l'aviez publié. Donc, c'est aux éditions Amsterdam, hein. Donc, le titre de l'ouvrage, c'est L'esclavage dans les mondes musulmans, des premières traites au traumatisme, hein. Donc, c'est un peu de ça qu'on va parler. Alors déjà, une première question qui est comment dire, liée au titre, justement, pour qu'on comprenne un petit peu quelle a été votre approche, parce que enfin, méthodologiquement, on y reviendra, mais c'est sûrement pas simple d'aborder ce sujet-là. Mais est-ce que vous pouvez dire quelle définition vous donnez justement au terme esclavage et au terme monde musulman, hein, donc monde musulman au pluriel, tel que vous les avez utilisés dans votre ouvrage? Oui, bah merci pour votre invitation. Ça me donne l'occasion de discuter avec un public de personnes qui vous suivent. C'est très important. Je tiens à dire aussi que la collection, enfin, cet ouvrage est une partie d'une collection qui est dirigée par Jocelyne Dakhlia, qui est une historienne très importante, hein, et puis Abdelali Hajat, qui est un sociologue maintenant basé en Belgique. Et la collection a pour but justement de casser les clichés sur le monde musulman, d'enseigner et de montrer ce que la recherche peut apporter pour avoir une vision plus nuancée
et de lutter aussi contre l'islamophobie par nos ouvrages, en fait. Et puis aussi, donc il y a eu un ouvrage sur le féminisme et sur les femmes, il y a eu un ouvrage sur l'antisémitisme et l'antisionisme, donc un ouvrage très très important dont il faut parler aujourd'hui. Alors, je vais répondre à votre question hein, sur qu'est-ce que c'est qu'un esclave et qu'est-ce que c'est que le monde musulman ou les mondes musulmans et comment on les définit. Bon, pour l'esclavage, il n'y a pas de définition reconnue par tous les historiens. Hein, celle qui est la plus connue, c'est en fait un esclave, c'est quelqu'un qui est privé de liberté. Ça veut dire qu'en fait, il a beaucoup moins de droits, donc en termes juridiques, qu'une personne libre, en fait. Hein, et c'est assez éclairant, mais en fait, cette notion de liberté, elle ne va pas s'appliquer à toutes les sociétés. Toutes les sociétés ne réfléchissent pas en termes de liberté et de privation de liberté. Ça s'applique au monde musulman, on va y revenir. Il y a un deuxième critère qui est mis en valeur pour penser ce que c'est qu'un esclave, et ça, je reviens sur l'introduction du livre Les mondes de l'esclavage de Paul Aybar chez Au Seuil. Deuxième critère, c'est la propriété, en fait. Un esclave, c'est quelqu'un qui est possédé par d'autres. D'où le terme de mamelouk en arabe qui veut dire être possédé. Et du coup, ça veut dire qu'un esclave, il est à la fois, ou elle est à la fois, ça peut être un homme et une femme, euh, ils ou elles peuvent être un objet qui est donc vendu, loué, propriété de plusieurs personnes. C'est un objet, donc une chose, mais aussi une personne. C'est ça là, qui rend compliqué aussi la question d'esclavage. Le troisième point qu'ont mis en valeur d'autres historiens et un sociologue comme Orlando Patterson aux États-Unis, c'est que ce qui caractérise l'esclave, c'est aussi la domination dont il fait l'objet, les très mauvais traitements dont il fait l'objet ou dont elle fait l'objet. Et le fait qu'un esclave ou une esclave, c'est quelqu'un qui socialement est très marginalisé, qui n'a plus de famille sur laquelle en fait s'appuyer, qui est totalement sous la tutelle et l'autorité de son maître ou de sa maîtresse. Vous voyez, il y a plusieurs critères et il s'applique aussi dans le monde musulman ce troisième critère parce que le lien entre le maître et l'esclave est très fort en droit musulman et ça vient du droit romain, c'est-à-dire qu'en fait, même quand un esclave est affranchi, il garde un lien avec ce qu'on appelle son patron en romain, mais qu'on appelle le maoula en arabe, c'est-à-dire qu'en fait, même affranchi, l'esclave reste sous l'autorité du maître, en fait. Donc, trois critères, l'absence de liberté, la propriété du corps de la personne et aussi de son esprit, et aussi les mauvais traitements et le lien très fort au maître. En fait, ces trois critères qui ne sont pas contradictoires l'un avec l'autre, mais qui peuvent permettre de comprendre ce que c'est qu'un esclave. Et c'est très important de souligner ces trois critères parce qu'ils ont des effets juridiques. C'est-à-dire aujourd'hui, on parle d'esclave quand on parle de travailleurs dans le Golfe. Bon, c'est une extension, la notion d'esclave. Pourquoi pas si elle permet de soulever une cause humanitaire et des questions de mauvais traitement. Mais en fait, l'esclave tel qu'on l'entendait, c'était lié à un droit qui reconnaissait l'esclavage. Hein. Et là, j'en viens à la deuxième définition, le monde musulman ou les mondes musulmans. Donc évidemment, ce sont des mondes où le pouvoir est exercé par des souverains musulmans, mais aussi où la majorité de la population est musulmane, et surtout le droit qui s'applique est un droit qui est interprété à partir évidemment du Coran et à partir des hadiths, des faits et des gestes du prophète, et aussi des interprétations qui sont liées à des cas de jurisprudence qui sont présentés à des savants musulmans. Et c'est ça qui fait que, en fait, à travers le monde musulman, des normes sur plusieurs sujets, hein, le commerce, mais aussi la famille, mais aussi la propriété, et aussi l'esclavage s'appliquent partout. Sauf que, et c'est pour ça que je parle des mondes musulmans au pluriel, en fonction des régions, on a aussi des pratiques qui sont spécifiques, des pratiques sociales qui sont spécifiques, et aussi des pratiques qui sont liées à l'esclavage, par exemple. On sait, par exemple, que dans l'Empire ottoman, les notables ottomans affranchissaient leurs esclaves au bout d'un certain nombre d'années, de plus de 10 ans, en fait. Bon, ça, c'était pas forcément lié à une norme spécifique, excepté que dans le Coran et aussi dans les hadiths, on encourage l'affranchissement des esclaves. Mais ça a été une pratique qui a été développée par les Ottomans. Donc, vous voyez, là aussi, c'est pour ça qu'il faut parler le pluriel des mondes musulmans, parce que
entre le Maroc jusqu'au sous-continent indien, il y a des mondes sociaux très différents, et même si des normes sont communes liées donc aux droits musulmans, les pratiques ne sont pas forcément les mêmes. Oui, tout à fait. Et enfin, c'est un choix judicieux de titre, sachant que oui, enfin, vous en parlez de toute façon dans votre ouvrage. Enfin, on baigne tous dans cette modernité occidentale avec ces clichés enfin, oui, qu'elle reproduit en permanence. euh, qui tentent à réduire les dominés à une seule dimension et puis à les regrouper tous tant qu'à le faire, tant qu'à faire dans une ou quelques catégories en supprimant les aspérités, les caractéristiques particulières de chacun et de chacune. Et oui, donc effectivement, enfin, en lisant votre ouvrage, on voit bien que de parler d'esclavage, comment dire, d'esclavage dans les pays à majorité musulmane, comme si c'était un seul bloc homogène, évidemment, c'est archi faux. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire, donner des exemples en tout cas, un peu extrêmes peut-être, de ces pratiques de l'esclavage, hein. Donc, bien sûr, l'esclavage est à condamner, hein. Il n'est pas question ici de dire l'esclavage musulman est mieux que l'esclavage occidental ou quoi. Ça, c'est une compétition qu'on laisse comment dire, à l'extrême droite et puis aux gens qui sont bien imprégnés, on va dire, de la modernité occidentale. Et voilà, donc par contre, voilà, c'est important quand même de comprendre, hein, de comprendre les choses. Et voilà, est-ce que vous pouvez me donner des exemples un peu concrets des pratiques de l'esclavage dans le monde musulman? Oui, alors ça c'est très très important ce que vous venez de dire, parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes, surtout, qui sont très très sensibles à la question raciste, en fait. Et la question, c'est de la négrophobie. Et parce qu'ils ont grandi dans un monde où ces questions se sont posées encore plus explicitement, et surtout un monde où on pensait avoir lutté contre ces formes-là, et on l'a vu aux États-Unis avec le Black Lives Matter, tout un intérêt de cette génération qui est très inclusive, qui se pose des questions sur le genre, qui se pose des questions sur les rejets raciaux, sur la négrophobie, sur l'islamophobie. Ça fait qu'à un certain moment, il y a quelques années, beaucoup de gens se sont posés des questions sur la race dans le monde musulman, en fait. Et donc, ils ont eu tendance à penser qu'en fait, le monde musulman était comme le monde atlantique, un monde où les esclaves étaient tous noirs, en fait. Et en fait, il faut bien qu'ils aient à l'esprit, ça c'est très très important, et comme vous l'avez dit, ça n'excuse pas du tout hein, des formes de domination et d'esclaves. Mais les mondes musulmans sont les enfants des mondes antiques, en fait. C'est-à-dire aussi bien en Grèce que dans la Rome antique, que à Byzance, ou bien dans le monde antique de manière générale, les esclaves sont d'origines différentes et de peaux différentes. Donc, si on revient au monde musulman, les esclaves viennent de plusieurs régions, d'Afrique subsaharienne occidentale pour l'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne orientale, c'est-à-dire ce qui correspondrait au monde éthiopien aujourd'hui. Ils viennent aussi parmi les chrétiens qui sont raptés et enlevés en Méditerranée et ramenés en Afrique du Nord ou vers le Proche-Orient. Mais ils peuvent venir aussi du Caucase, hein, un peu éloigné de l'Europe, et aussi d'Asie centrale. Donc c'est un monde qui ressemble au monde antique où chacun peut être asservi. Et alors pourquoi on a servi des gens d'origines différentes comme ça? Parce que dans ces mondes musulmans, en fait, quelqu'un qui n'est pas musulman, en théorie, et qui est en combat avec les mondes musulmans peut être asservi en tant que captif. Si vous voulez, les gens n'étaient pas asservis simplement sur un critère racial. Ils étaient asservis sur un critère religieux. Maintenant, c'est vrai que dans ces mondes musulmans, en fait, dans l'ensemble des esclaves, on le voit surtout à l'époque moderne, hein, on pourrait le voir peut-être à l'époque médiévale, mais l'époque moderne du 16e jusqu'au 19e siècle, ceux qui subissent le sort le plus violent, qui sont les subalternes des esclaves, ce sont les hommes et les femmes noires. Ça, c'est très, très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas exclure le critère racial de la question de l'esclavage dans les mondes médiévaux et modernes musulmans, en fait. Et on commence à y travailler. Mais des hommes et des femmes noires musulmans ont pu aussi asservir des hommes et des femmes noires non musulmans.
des hommes et des femmes musulmans, par exemple d'Afrique du Nord, ont pu asservir des hommes et des femmes noirs musulmans en prétextant qu'ils n'étaient pas assez musulmans. Donc vous voyez, on est dans un monde où, pour simplifier les choses, il y a le critère religieux et le critère racial qui jouent ensemble, en fait. C'est pas simplement le critère racial ou la racialisation qui est en jeu. Bon, alors ces gens-là qui sont d'origines différentes, dans les mondes musulmans, qui ont des couleurs de peau différentes, qui ont des origines différentes, ont des statuts aussi différents dans ces sociétés. Et je tiens à dire aussi sur les origines différentes que, par exemple, quelqu'un qui était d'origine maghrébine, surtout par exemple, prenons une femme de Tunis, elle pouvait être enlevée et amenée en Anatolie à l'époque ottomane, puisque le Maghreb appartenait en grande partie au monde ottoman sauf le Maroc. Donc une femme de Tunis peut être amenée en Anatolie et asservie, vendue comme esclave, alors qu'elle est musulmane libre. Donc on voit en fait toutes les origines différentes. Alors, ces gens-là occupent des fonctions aussi très différentes. La fonction qui est la plus classique pour un esclave dans ces mondes musulmans, c'est la fonction de domestique. Domestique homme ou domestique femme, on y reviendra, mais avec des fonctions très différentes au sein de la maisonnée. L'autre, donc l'esclavage domestique, est fondamental dans l'architecture de cet esclavage avec des origines différentes. Et ça vous ramène encore au monde antique, en fait, finalement. L'autre type d'esclavage qui est exercé, c'est l'esclavage qu'on appelle de gouvernement, c'est-à-dire ou d'administration. Certains esclaves sont achetés dès l'enfance à partir des marges du monde musulman, hein, du Caucase, d'Asie centrale tout au début, puis après du Caucase. Ces enfants sont ramenés de ces régions marginales des mondes musulmans, en périphérie, sont ensuite convertis, éduqués et parfois promus aux plus hautes fonctions de l'administration. Alors ça, c'est pas non plus spécifique au monde musulman. On le retrouvait dans le monde romain avec les affranchis, par exemple, des empereurs. On le retrouvait dans le monde byzantin aussi. On le retrouvait donc dans ces mondes anciens. Et on le retrouve encore dans les mondes musulmans. Mais ces esclaves de gouvernement, qu'on appelle mamelouks en arabe, on a leur équivalent en féminin. C'est-à-dire, ce sont ce qu'on appelle les concubines de grandes maisons, de gouverneurs, de souverains. Et ces concubines peuvent être formées, hein, éduquées, avec des talents particuliers, hein, la musique, le chant depuis l'époque médiévale, mais elles ont surtout une fonction sexuelle puisqu'elles doivent fournir des descendants aux souverains, aux notables qui les possèdent. Donc, esclavage domestique, esclavage de gouvernement ou d'administration, qui est lié à l'esclavage domestique, et puis enfin, on a un esclavage agricole. Alors celui-là, il se développe surtout dans les zones sahariennes ou les zones désertiques. Ce sont les régions d'oasis où les esclaves sont très utilisés puisqu'ils fournissent la majeure partie du travail pour la culture des palmiers, des dattiers par exemple. Donc ça c'est très très important. Mais on le voit dans l'ouvrage, à partir du 19e siècle, il y a deux zones en Afrique qui vont être des zones de développement d'un esclavage de plantation à la fois donc dans le califat de Sokoto, dans ce qui représente à peu près le Nigeria, mais un peu plus, et puis sur la côte est africaine autour de Zanzibar. Donc pour résumer ma réponse, c'est que très important, parce que les gens sont habitués à l'imaginaire états-unien en fait. C'est tout ce qu'ils savent, surtout d'esclavage. Donc une opposition dans les plantations entre hommes blancs, entre population blanche et population noire, et puis à l'esclavage, surtout de plantation. Or, l'esclavage dans les mondes musulmans est d'abord concerne des gens très différents, même si c'est vrai, et je le redis dans l'ouvrage, ceux qui sont esclaves parmi les esclaves subalternes et subalternes, ce sont les hommes et les femmes noires. Ce sont d'ailleurs les derniers qui bénéficieront de manière limitée des formes d'abolition de l'esclavage dans les mondes musulmans au 19e siècle. Et puis, donc, des fonctions très différentes. C'est pas qu'un esclavage de plantation, c'est un esclavage domestique, un esclavage de gouvernement. Et donc, il faut. Le problème, c'est que notre imaginaire est complètement modelé par l'imaginaire états-unien. Et donc, et comme les gens lisent très peu, il faut qu'ils fassent l'effort de lire. Et comme il n'y a pas non plus de grandes séries ou de grands films qui n'auraient pas une vision sensationnaliste de l'esclavage dans les mondes musulmans, il faut que les gens aillent à la source pour comprendre ce qui s'y passe. Et c'est très différent. Ça demande un effort d'imagination, un effort de lecture. Oui, oui, tout à fait. On voit bien à travers de nombreux exemples que vous citez
comment effectivement on peut être musulman esclave dans un des mondes musulmans, comment, enfin, en fait, les critères pour mettre quelqu'un en esclavage, ils peuvent être, ça peut être le genre, hein, comme vous le dites dans votre ouvrage, ça peut être la religion si elle est autre que l'islam, mais même, voilà, effectivement, comme vous dites, même si on est musulman, on peut être un mauvais musulman, taxé en tout cas de mauvais musulman pour justifier l'esclavage. Et puis, oui, ça peut être l'ethnie, la couleur de peau aussi, n'est-ce pas, hein, c'était un des critères. Et voilà, donc en fait, on voit très bien à travers votre ouvrage. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, est-ce que, en gros, est-ce qu'il y avait vraiment une différence entre l'esclavage pratiqué d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée, sachant que chacun, en fait, à travers des actes de piraterie, n'est-ce pas, hein, essentiellement, peut-être d'autres actes aussi. Donc voilà, et capturer les membres ben, de l'autre, comment dire, de l'autre rive de la Méditerranée et les mettait en esclavage. Est-ce qu'il y avait vraiment des si grandes différences que ça à cette époque-là, hein? Donc là, on était peut-être au je sais pas, 16e siècle, le 17e siècle, peut-être jusqu'au 18e. Est-ce qu'il y avait vraiment des différences entre l'esclavage tel que pratiqué au nord, enfin, sur la rive nord de la Méditerranée et sur la rive sud? Oui, ça c'est très 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 important en fait, parce que les gens, on enseigne à beaucoup des gens qui écoutent l'émission, qui ne sont pas des historiens de cette période-là, de l'époque moderne, hein, 16e, 19e siècle, on leur enseigne qu'en gros, il n'y avait pas beaucoup d'esclaves en Europe. Alors, il n'y avait pas du tout, en fait. C'est cette idée, c'est ce mythe que beaucoup d'historiens ont complètement brisé. Hein. Donc, non, en Europe méditerranéenne, pour le coup, et dans d'autres parties de l'Europe occidentale qui avaient des liens avec leur colonie américaine, il y a des esclaves. Hein. Ça, c'est fondamental. La France ou la Grande-Bretagne sont représentés comme des pays où de sol libre, c'est-à-dire que dès qu'un esclave franchit pose un pied sur le sol français-britannique, il y a plus d'esclavage pour ces personnes-là. En fait, non. Et beaucoup d'historiens italiens, au moins depuis les années 50, hein, au minimum, beaucoup d'historiens espagnols depuis les années 70, 80, ont travaillé sur l'esclavage en Europe. Or, et notamment en Europe méditerranéenne, or, c'est le miroir de ce qui se passe en Afrique du Nord. Et le fait que ce soit le miroir dérange en fait, parce qu'évidemment, l'Europe, et plus encore l'Europe des Lumières, c'est censé être en avant sur tout, et notamment sur ces barbares du Sud. Hein, il y a encore des gens qui utilisent d'ailleurs le mot barbaresque dans leurs livres. Hein. Ça, c'est complètement édifiant. Donc en fait, il y a une symétrie. C'est-à-dire que en Méditerranée, ce qui se passe depuis l'époque médiévale et plus encore depuis le XVIe siècle, c'est qu'il y a une course implicite, il y a une guerre implicite entre les zones chrétiennes et les zones musulmanes. Si donc il n'y a pas de traité de paix ou de trêve entre un pays chrétien et un pays musulman, l'un ou l'autre peut décider de subventionner ou d'armer des corsaires qui vont s'attaquer à la puissance ennemie. Donc, un corsaire musulman d'Afrique du Nord peut attaquer un navire européen qui est en guerre avec son propre pays et piller donc les cargaisons, mais aussi ramener l'équipage chrétien et les passagers chrétiens en Afrique du Nord. Et ensuite, demander des rançons pour ces captifs. Et l'inverse est la même chose. Donc, il faut parler concrètement. Prenons le cas de Malte. L'île de Malte, qui est près entre la Tunisie et la Sicile, c'est un des lieux les plus horribles pour les esclaves musulmans. C'est-à-dire qu'en fait, l'ordre de Malte s'empare aussi de navires musulmans ou de navires chrétiens qui peut faire voyager des musulmans. Et ces hommes et ces femmes se retrouvent esclaves à Malte, parfois pendant des années, hein, pendant des décennies. Donc, vous voyez, c'est un phénomène symétrique, ce qu'on appelle le phénomène de la course en Méditerranée. Des corsaires chrétiens ou des corsaires musulmans s'approprient leurs ennemis, en fait, et les ramènent en captivité jusqu'au versement de rançon. Donc ça, c'est le premier phénomène symétrique. Très important, esclaves chrétiens dans les mondes musulmans, esclaves musulmans dans les mondes chrétiens. Donc rive nord avec des esclaves musulmans et rive sud avec des esclaves chrétiens. Ça, c'est la première symétrie. La deuxième symétrie qu'on sous-estime, c'est que de chaque côté, vous avez des esclaves noirs aussi. Hein. Notamment dans les aristocraties européennes, ça a été beaucoup travaillé quand même. Soit ils viennent des Amériques,
ou soit ils ont été trafiqués à partir de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique du Nord, vers l'Europe, hein. Donc là aussi, c'est un phénomène symétrique. Et bon, par exemple, le travail d'une historienne comme Bonat, ça montre que jusqu'au 19e siècle, en Italie, jusqu'au milieu du 19e siècle, il y a encore la présence d'esclaves noirs, hein. Faut pas s'imaginer qu'après les Lumières, tout est fini, après la Révolution française, tout est fini. Donc il y a une forme symétrique. Maintenant, l'usage des esclaves n'est pas le même. C'est-à-dire, ce qui est spécifique à ces mondes musulmans à l'époque moderne, c'est de promouvoir des esclaves. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais expliquer? De chaque côté de la Méditerranée, on pousse à la conversion des esclaves, hein. On pousse à la conversion des musulmans vers le christianisme, voire aussi des juifs d'Afrique du Nord vers le christianisme. C'est ce qu'on appelle des néophytes, notamment dans le cas italien, des gens baptisés, qui forment des communautés de gens baptisés qui sont accueillis dans des institutions où on va les éduquer, les maisons de catéchumènes, par exemple en Italie. De l'autre, dans les mondes musulmans aussi, on force et on convainc, on essaie de forcer aussi les gens à se convertir à l'islam. Bon, normalement, en islam, on n'aboutit pas à une conversion par la force ou par la violence, hein. C'est normalement pas du tout légal, mais il y a plusieurs épisodes. Et la différence entre les deux, entre les mondes européens méditerranéens et les mondes, par exemple, nord-africains, c'est que ceux qui sont convertis dans les mondes musulmans peuvent accéder à des hautes fonctions, hein. Ça, c'est un point fondamental, notamment quand ils ont la peau claire. Il est très rare de pratiquer ou de favoriser l'ascension des esclaves noirs devenant musulmans. Un des seuls cas, un des rares cas, c'est au Maroc avec les Rabil Bukhari, qui sont cette escorte, cette garde prétorienne des sultans, composée d'hommes et de femmes noires, parfois d'hommes et de femmes noires qui étaient déjà nés au Maroc, hein, ou parfois d'hommes et de femmes noires qui étaient déportés d'Afrique subsaharienne. Donc un point très très important, c'est cette énigme tout à fait intéressante. Pourquoi d'un côté, dans les mondes musulmans, on promeut à des fonctions très hautes d'anciens esclaves qui se sont convertis à l'islam, et pourquoi dans les mondes chrétiens, c'est très très rare en fait. Moi, je travaille plutôt sur la fin du XVIIIe siècle, la seconde moitié du XIe siècle. C'est très très rare. Il n'y a pas d'esclaves musulmans qui est promu à des hautes fonctions. Ils forment des communautés, si vous voulez, de gens isolés, et parfois ils peuvent accéder à des groupes d'aristocrates, mais ils vont exercer des fonctions domestiques dans ces groupes aristocrates. Donc, bon, ça ne veut pas dire que le monde musulman est plus tolérant que le monde chrétien pour permettre l'ascension d'anciens esclaves. Ça veut dire que dans les mondes musulmans, en fait, ce type d'ascension est possible parce qu'on va avoir besoin de ces gens-là à des fonctions très, très, très spécifiques qui ne seront pas exercées de la même manière dans les mondes européens. Mais ce que je tiens à dire dans votre réponse, dans votre question, parce qu'elle est très, très importante, là aussi, comme notre imaginaire, encore une fois, est complètement vide quand il s'agit de penser l'esclavage en Méditerranée, on n'imagine pas la symétrie, voire parfois la dissymétrie entre ce qui se passe dans les mondes chrétiens, européens, méditerranéens et les mondes maghrébins ou ottomans jusqu'au début du 19e siècle. J'insiste sur un petit point, mais par exemple, le livre et surtout le prochain livre reviendra sur une politique marocaine pour libérer tous les captifs musulmans en Europe, qui était fondée sur des principes islamiques, mais qui était fondée aussi sur une déclaration, deux déclarations en 1777-78 du sultan marocain pour qu'on arrête de mettre en captivité des femmes, des hommes âgés de plus de 70 ans, puis enfin des enfants de moins de 10 ans. C'est pas l'abolition, mais c'est quand même tout à fait intéressant. Et le sultan marocain, par exemple, ne libérera pas, ne mettra pas fin à l'esclavage d'hommes et de femmes noirs dans le sultanat marocain, mais quand même, en fait, voyez bien, à travers toutes mes réponses, tout l'effort d'imagination et d'éducation qu'il faudrait pour que l'on comprenne ce que fut que cet esclavage, qui a été violent, c'est vrai, qui a été dominateur, mais qui a été différent de ce qui se passait à la même époque dans les mondes atlantiques, par exemple. Oui, oui, c'est des choses qu'il est extrêmement important de connaître. Et alors, une question que les gens se posent très certainement, c'est quelles sont les différences entre la traite transatlantique et puis la traite transsaharienne, hein. Donc, la traite transatlantique, c'était plutôt l'Occident, et la traite transsaharienne, c'était plutôt ouais, ce qu'on pourrait appeler donc, les mondes musulmans.
Effectivement. Quelle différence? Alors, bien sûr, il doit y en avoir beaucoup, ça doit être un sujet complexe en soi, mais qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors bon, moi, la difficulté dans ce type de sujet, c'est qu'il faudrait maîtriser les deux domaines. Et sachant que moi, je ne travaille ni sur la traite transsaharienne, ni sur la traite transatlantique, ce que l'ouvrage permet, c'est de comprendre quel est l'état des débats dans ces questions-là. Hmm. Donc, et notamment la question de l'estimation du nombre, malheureusement, d'esclaves qui ont été déportés soit par l'Atlantique, soit pour le Sahara. Bon, je commencerai à répondre sur cette question-là par quelque chose de très très concret, en fait, mais qui, encore une fois, ne minimise pas la souffrance des hommes et des femmes déportés dans chacun des cas. L'esclavage atlantique est un moment particulier de l'économie mondiale, en fait. Non seulement un moment particulier, mais un moment fondateur, en fait. C'est-à-dire d'un capitalisme moderne, c'est-à-dire en fait d'un esclavage qui n'était pas celui qu'on connaissait dans les mondes méditerranéens antiques, puis dans les mondes méditerranéens médiévaux. Ici, c'est la déportation de manière massive d'hommes et de femmes pour engendrer évidemment des profits sur ces zones de plantation. Ce que les gens connaissent en fait, par une fois, encore une fois, l'imaginaire des séries et des films, avec une très très grande violence, une déshumanisation, ce que certains ont conçu comme la création de ce qu'on appelle le noir, c'est-à-dire l'homme et la femme noire déshumanisés au plus bas de l'échelle de l'humanité sont selon les maîtres de plantation. Donc c'est un point très très important. L'esclavage transsaharien est aussi un esclavage massif sur plusieurs siècles qui commence bien avant l'esclavage transatlantique et du coup qui a une autre finalité que celui de l'esclavage de plantation. Ce n'est pas une construction ou une déportation et une violence pour engendrer du capital, mais tout de même, ça aboutit à l'exploitation de ces hommes et de ces femmes, je l'ai dit encore une fois, dans les zones oasiennes d'Oasis, et aussi dans l'esclavage domestique avec exploitation sexuelle physique des femmes et des hommes, hein. Donc, une fois qu'on a posé ça, une fois qu'on a posé à la fois les différences et les similitudes, il faut bien avoir à l'esprit de pourquoi est-ce qu'on compare les deux, hein. C'est très très important. Et beaucoup d'historiens, hein, Petré Grenouillot par exemple, et je parle de Ralph Austen, un historien canadien qui a essayé d'estimer les deux types de traite. Qu'est-ce qu'ils ont à l'esprit, en fait? Et ça, c'est très, très, très important, c'est fondamental. Ce que le livre essaye de faire, c'est de décrypter le projet des historiens quand ils travaillent sur ces histoires-là. Donc, le projet de Patrick Grenouillot, d'Austen, est au départ tout à fait judicieux et nécessaire, c'est-à-dire, en fait, comme on sait à peu près le nombre hein, d'esclaves dans la traite transatlantique, il faut maintenant, passer de l'autre côté de l'Atlantique et voir qu'est-ce qui s'est passé aussi en Afrique de l'Ouest, mais cette fois-ci vers le nord de l'Afrique et vers le Proche-Orient. Donc c'était assez juste. Mais le problème de comparaison, c'est qu'en fait, elle oublie les autres traites, notamment les traites interafricaines, et puis surtout, en fait, le terme qui va être accolé aux traites transsahariennes, ça va être le terme de traite islamique ou de traite orientale. Ce qui pose problème, parce que comme l'ont dit d'autres historiens, on ne parle pas de traite chrétienne ou latine vers les mondes atlantiques. Donc là, il y a un premier biais. Et puis le deuxième problème, c'est qu'en fait, s'il faut absolument estimer le nombre d'esclaves dans chacun de ces cas, parce que c'est important aussi que les gens comprennent l'ampleur, les millions, plus de 10 millions, 12 millions d'hommes et de femmes qui ont été déportés à travers l'Atlantique, c'est fondamental. Il faut le savoir. Je veux dire, les gens, il faut qu'ils comprennent aussi l'ampleur de la violence. Comment on fait pour aboutir au même type d'estimation plus précise dans le cas de la traite transsaharienne, en fait. Et c'est là la difficulté, c'est qu'en fait, on ne peut pas s'appuyer sur les mêmes sources primaires. Et une partie des estimations qui ont été faites, elles se sont appuyées sur des sources occidentales, par exemple les sources consulaires britanniques, les récits de voyageurs à cette époque-là. Or, bon, pourquoi pas commencer par là, mais vous vous doutez bien que c'est pas très très précis. Je prends un cas dans le livre, le cas de la traite en Tripolitaine et dans l'actuelle Libye, si vous voulez. Bon, les observateurs britanniques, les consuls britanniques au XIXe siècle deviennent plus précis dans l'observation des traites à travers la Libye, ou à travers la province ottomane de Tripoli, parce qu'il y a un agenda abolitionniste que soutiennent ces consuls britanniques.
Mais une historienne libyenne, vraiment, dont le travail est assez exceptionnel, que je cite dans l'ouvrage, elle s'est appuyée sur des sources de marchands libyens, en arabe, hein. Et c'est pas du tout le même chiffrage. Et c'est pas qu'ils cachent pas le nombre d'esclaves, hein, les marchands libyens. Ils disent le nom parce que ça fait partie de leur registre de commerce, si vous voulez. Donc c'est très important de ne pas minimiser les souffrances des hommes et des femmes qui ont été violentés, déportés dans les traites transsahariennes, mais il faut repartir aussi des sources propres aux sociétés qui ont contribué à l'asservissement et à la déportation de ces hommes et de ces femmes. C'est ce que je dis dans l'ouvrage. Il faut plus de précision et puis il faut faire très attention aux enjeux idéologiques de l'autre côté, c'est-à-dire en fait, un des autres messages dans la comparaison traite atlantique, traite transsaharienne, c'est les musulmans ont fait comme nous, voire ils ont fait pire que nous, en fait, pour du coup minimiser, hein, la violence, la traite transatlantique. Donc, s'il faut comparer les deux, il y a un problème où il ne faut pas minimiser la souffrance des uns et des autres en ramenant tout ça à une espèce de compétition entre chrétiens et musulmans. Et l'ouvrage, il essaye d'alerter les lecteurs. Ce que vous lisez sur la plume des historiens a parfois des enjeux idéologiques très forts, en fait, hein. Oui, les historiens sont comme tout le monde, hein, même si, bon, de par leur formation, etc., ils sont censés suivre une méthodologie qui devrait les rendre le moins, le moins biaisés et faire en sorte qu'ils soient le plus objectifs possible. Mais il y a pas, Non, mais il on y a a- tous des questionnements de Mhm. départ, on a tous des interrogations de départ, et on peut dire qu'il y a historien. Je veux dire, Ralph Austin, bon, cet historien canadien, il a une volonté d'estimation. Mais je cite un autre cas dans l'ouvrage, le génocide voilé, que je n'hésite pas à critiquer fondamentalement parce que sous des approches scientifiques, c'est un livre extrêmement dangereux qui a été lu par beaucoup d'activistes antiracistes, anti-négrophobie, mais qui ne s'appuie sur rien en fait, dont la thèse principale est de dire que les Arabes, entre guillemets, ont castré des millions d'hommes noirs. Mais lisez l'ouvrage, hein, vous ne trouverez aucune preuve en fait. Évidemment qu'il y a eu des hommes qui sont devenus des eunuques et que ça a été d'une violence extrême, hein, physique, et que ces eunuques ont porté cette violence toute leur vie dans leur corps. Mais on sait par ailleurs que nombre d'eunuques aussi sont morts de ces opérations. En fait, ceux qui survivaient coûtaient très 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 cher. Mais cet ouvrage qui a été publié chez Gallimard a pour effet surtout de dire, et il faut le lire, et je cite des parties du livre, hein, a pour effet de dire, en fait, les musulmans étaient pires que les chrétiens et que la traite atlantique, c'est moins pire que l'esclavage de la traite transsaharienne. Je veux dire, quelqu'un qui aboutit à ce type de conclusion et qui est publié par une grande maison d'édition, ça pose beaucoup, beaucoup de questions aussi d'un point de vue scientifique comme d'un point de vue civique et politique. Mais cet ouvrage se vend encore beaucoup en poche, hein, et il est cité par de nombreux activistes. Or, si leur cause est tout à fait judicieuse, lutter contre le racisme anti-noir, cet ouvrage n'a que pour objectif de créer une forme de scission entre ce qu'on appellerait des Arabes et de l'autre des Noirs, en fait. Et on voit très bien à quoi aboutirait cette scission, évidemment, dans le contexte actuel. Oui, oui, tout à fait. C'était très intéressant de lire cette partie-là de votre ouvrage, Euh, sachant que oui, bon, voilà, il y a des publications qui ont un agenda purement idéologique. Bon, c'est triste, mais voilà, cet ouvrage-là que vous citez en fait certainement partie. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les moteurs derrière les abolitions dans les mondes musulmans? Qu'est-ce qui a motivé vraiment les abolitions, sachant que bon, voilà, c'était des mondes qui étaient assez influencés par l'islam, hein, par la religion musulmane, qui, comme vous disiez tout à l'heure, recommandaient d'affranchir les esclaves. Mais bien sûr, on sait tous comment comment dire, les règles religieuses peuvent être déformées par ceux qui prétendent les porter et les respecter. Qu'est-ce qui a joué vraiment comme facteur pour mettre en place les abolitions dans les mondes musulmans? Alors, donc oui, c'est la troisième partie de l'ouvrage.
Pour ceux qui ne sont pas familiers de cette question de l'abolition, qui est importante pour les historiens, le 19e siècle est marqué surtout par l'action des Britanniques, par leur diplomatie, leurs ambassadeurs, leurs consuls, pour mettre fin à l'esclavage. Mettre fin à l'esclavage, c'est-à-dire de plusieurs manières. Soit déclarer officiellement la fin de l'esclavage, qui ne sera pas possible pour les mondes musulmans puisque c'est sanctionné par le Coran. L'esclavage est une pratique validée par le Coran. Donc il y aura d'autres stratégies dans le siècle abolitionniste portées par les Britanniques, notamment favoriser les affranchissements, mettre fin au marché d'esclaves, empêcher la vente d'esclaves. Donc ça, il faut que les gens l'aient à l'esprit, parce que là encore, leur imaginaire, c'est un imaginaire états-unien, avec la guerre civile entre plusieurs parties des États-Unis, autour de cette question de l'abolition. Bon, encore une fois, dans les mondes musulmans, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Donc là, dans le livre, je montre très bien à quel point les Britanniques ont été des acteurs majeurs pour influencer le gouvernement du sultan marocain, mais surtout les gouvernements ottomans, hein, le gouvernement du sultan ottoman à Istanbul, mais aussi les gouverneurs de province. Parce que par exemple au Maghreb, les gouverneurs de province d'Alger, bon, qui sera conquise à partir de 1830, de Tunis et de Tripoli, étaient plus ou moins autonomes. De même, le gouverneur du Caire, qui devient le Khedive, a aussi sa propre politique. Donc les Britanniques sont très malins parce qu'ils vont aller voir chacun de ces gouvernants pour les influencer et discuter avec eux. Et l'un des grands succès britanniques en Méditerranée, c'est d'avoir réussi à influencer le gouverneur ottoman de la province de Tunis, qui correspondrait peu ou prou à la Tunisie actuellement. Donc ce gouverneur, Ahmed Bey, est en constante discussion dans les années 1840 avec le consul britannique. Thomas Reed. Et entre 1841 et 1846, il interdit les marchés d'esclaves, puis il interdit l'arrivée sur le sol de la province de Tunis d'esclaves, et donc il interdit la traite aussi dans la région, puis progressivement il favorise les affranchissements, si bien qu'en 1846, il demande à tous les sujets de Tunis d'affranchir leurs esclaves sur deux critères islamiques. Un, les maîtres ne savent plus traiter leurs esclaves comme ils devraient, ils les frappent par exemple, ce qui ne se fait pas. Et puis il y a une deuxième pratique qui est l'idée qu'en fait il faut affranchir, hein, selon les normes islamiques. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que ce résultat a abouti en 1846. Et je le rappelle, 1846, bon, c'est pas une abolition formelle à Tunis, contrairement à ce que beaucoup disent, mais c'est quand même une volonté de libérer et de mettre fin à cette pratique dans la province de Tunis. 1846, c'est 2 ans avant l'abolition de 1848 en France, quand même. Donc ça décentre le regard. Donc, cette abolition est, il faut le reconnaître, très poussée par les Britanniques, beaucoup moins par d'autres puissances européennes. Les Français, par exemple, à Alger, attendent 1848 pour mettre fin à l'esclavage aussi dans une Algérie qui devient, alors à ce moment-là, française, hein, sur la Constitution de 48. Mais je le montre en me basant sur des travaux de Bader, mais aussi d'un autre historien, Yassine Haddadi Hadoun, on voit à quel point en fait les autorités françaises ont aussi renâclé, hein, à appliquer cette abolition. Notamment, elles ne voulaient pas, ces autorités françaises, rembourser les maîtres d'esclaves. Donc il y a toute une période assez longue où il y a encore des trafics d'esclaves dans ce qu'on appelle l'Algérie française. Très important de le remarquer, parce que aussi bien la prise d'Alger en 1830 par les Français, que ensuite la colonisation a été perçue comme une avancée dans la modernité, dans le progrès, une libération des captifs chrétiens en 1830. Et c'est beaucoup plus nuancé que ça, c'est très très important, parce que ça c'est un motif de l'extrême droite en France pour justifier la colonisation de l'Algérie. Donc ça c'est un point fondamental. Bon, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'effectivement les Britanniques ont joué un rôle majeur, ce que d'autres historiens ont montré, et j'y ai contribué aussi, c'est que, en fait, dans ces mondes musulmans, les gens ne sont pas restés passifs, hein. Ils n'ont pas attendu les Britanniques, ou alors ils n'ont pas simplement fait que réagir à ce que leur proposaient les Britanniques. Il y a eu des penseurs, surtout des hommes, peut-être des femmes, mais on n'en a pas trace pour l'heure, surtout des hommes qui ont essayé de réfléchir aux moyens de penser l'esclavage autrement. C'est-à-dire soit en se fondant sur la pensée européenne, c'est vrai, sur les notions de liberté telles que repensées par les Lumières, ou bien en mobilisant, hein, une littérature islamique et en littérature islamique, c'est-à-dire tout un corpus du droit musulman et de la réflexion
autour des esclaves. Et l'un des points fondamentaux qui est pensé au XIXe siècle, c'est le fait que l'on ne peut plus asservir des gens qui ont été convertis à l'islam. Et on pense notamment aux Africains d'Afrique de l'Ouest subsaharienne. Ces gens-là sont, depuis le 16e, 17e, 18e siècle, en voie d'être islamisés. Or, c'est une contradiction totale de les asservir. Et ça a été mis en valeur dès le début du 17e siècle par Ahmed Baba. J'y reviens, on peut y revenir dans l'ouvrage si vous voulez. Mais c'est encore repensé au 19e siècle. Donc, il y a toute une pensée qu'un historien britannique, Clarence Smith, avait mise en valeur dans un ouvrage en anglais sur les formes de débat parmi les musulmans autour de l'esclavage et de la fin de l'esclavage. Donc, je cite ces sources très importantes. Mais le point sur lequel je veux finir, c'est qu'on s'est tous focalisés sur les abolitions. Soit pour dire, ah, c'est les Britanniques qui ont permis les abolitions dans le monde musulman, ou soit pour dire, non, mais les musulmans y ont participé. Mais en fait, l'abolition est un point important qui a permis de libérer des esclaves hommes et femmes. C'est un point important, mais en fait, c'est pas le fond de l'affaire. Parce qu'en fait, ce qui met fin à l'esclavage, ou ce qui le transforme, si vous voulez, ce qui transforme le travail de manière générale, hein, c'est la colonisation et l'économie coloniale, en fait. Tout l'esclavage domestique était un esclavage aussi de production au sein des maisonnées. Il devient moins important avec la transformation des économies à l'époque coloniale, l'extraction des ressources, la création d'économies portuaires. Ça a transformé aussi le rapport au travail. Et donc, oui, il faut discuter de l'abolition, il faut montrer que les Britanniques ont joué un rôle majeur, que certains Européens aussi ont joué un rôle important, que dans les colonies françaises aussi, certains Français ont voulu agir pour l'abolition. Il faut montrer que des penseurs musulmans ont aussi eu leur mot à dire sur ces questions-là, mais qu'en fait, le fond de l'affaire, et les marxistes l'ont bien dit, c'est plutôt les modes d'exploitation et les formes de travail dans les économies coloniales. Oui, voilà, effectivement, l'abolition est un processus déjà, effectivement, comme les révolutions, etc. Et, euh, et puis oui, alors justement, donc les Britanniques, est-ce qu'ils n'avaient pas effectivement un intérêt, hein, est-ce que la première révolution industrielle ne les avait pas poussés à avoir en fait un énorme marché dans la commercialisation de leurs inventions, hein, et ces inventions qui étaient directement en concurrence avec l'esclavage. Hein. Est-ce qu'il y a des travaux là-dessus? Est-ce que c'est une théorie qui est discutée? Non, mais c'est une question qui est en débat, qui a été vraiment débattue. C'est pas tellement mon domaine que l'histoire de l'esclavage atlantique, mais effectivement, il y a deux thèses en concurrence, soit celles qui disent que les Britanniques sont cyniques et ont voulu mettre en avant un nouveau type d'économie, mais on montre aussi que le 19e siècle est marqué par une recrudescence aussi de l'esclavage dans l'Atlantique, notamment dans les plantations sud-américaines. Donc en fait, il faut faire attention. Moi, pour ma compétence, hein, pour ce qui m'intéresse, notamment pour la province ottomane de Tunis, si on prend les sources britanniques, elles mettent constamment en avant les questions d'affranchissement, de libération. Il y a un véritable agenda politique. Et parallèlement, et c'est le lien qu'il faudrait travailler, qui a été travaillé pour d'autres régions, parallèlement, les Britanniques sont pour un libre marché pour la fin des monopoles étatiques, en fait. Donc c'est une logique de liberté générale qui s'applique aux hommes et aux femmes exploités, mais qui s'applique aussi, hein, au marché. Donc en fait, il est très difficile de dire est-ce que les Britanniques ont été sincères, est-ce qu'ils ont été cyniques. Bon, on peut dire les deux d'une certaine manière. On peut dire qu'en fait, le principe de liberté est mis en avant par cette puissance méditerranéenne qui a été parfois plus importante que la France au Maghreb, beaucoup de gens l'oublient. Et dans le même temps, ces mêmes autorités britanniques vont, en poussant la question du libre marché, fragiliser les États maghrébins, qui ne pouvaient plus s'appuyer sur des rentrées d'argent liées à des monopoles étatiques. Et ça aussi, ils vont pousser, par exemple, euh, à la protection de sujets maghrébins par les autorités européennes. Ça aussi, ça contribue à fragiliser ces puissances. Donc il reste un travail à mener, qui a été mené pour d'autres régions, sur quel était l'agenda réel des Britanniques. Est-ce que c'était
poussé avant tout leurs intérêts, ou est-ce que c'était poussé de manière générale les notions de liberté et les appliquer à ces régions-là? Oui, tout à fait. Enfin, la vérité est souvent un peu plus complexe que ça. L'esclavage, comme enfin, tout le monde l'aura vu, est redevenu un sujet d'actualité. Malheureusement, bien sûr, un sujet d'actualité déformé par les médias occidentaux qui restent dominants, évidemment. Donc, suite à la destruction par l'OTAN, dans une opération qui était illégale du point de vue du droit international, destruction donc de l'État libyen, donc effondrement de l'État libyen, et aussi suite à l'instrumentalisation qui était certainement inspiré, comme vous le suggérez dans votre ouvrage, par l'épouvantail du grand remplacement constamment agité par les extrêmes droites occidentales, par le président, donc le président tunisien, qui avait récemment, il y a quelques années, je ne sais plus, c'était il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, ça passe tellement vite, qui avait voilà, appelé à, comment dire, un peu sonné une fausse alerte pour dire, attention, il y a un grand remplacement de la part des Africains subsahariens qui viennent vous remplacer, vous, Tunisiens. Bien sûr, ça n'avait ni queue ni tête. Mais malheureusement, on peut voir que ça a pris, on pourrait dire. Donc il y avait quand même un terreau, on pourrait penser, qui était prêt à recevoir ce genre d'idées, à agir dessus. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce triste retour de ce phénomène et de la négrophobie dont il doit s'alimenter, certainement, ça fait partie de ce terreau. Par rapport à l'histoire de l'esclavage en Afrique du Nord, est-ce qu'il y a des continuités, est-ce que vous voyez des continuités ou alors des ruptures entre ces différents phénomènes qui interviennent à quelques siècles d'écart? Oui, alors, je le montre dans l'ouvrage, hein. Les activistes tunisiens, les citoyens et citoyennes femmes et hommes noirs tunisiens ont, surtout depuis 2011, depuis la Révolution, beaucoup aidé, j'espère un grand nombre de citoyens, mais ce n'est pas certain, et aussi beaucoup alerté sur les formes de racisme anti-noir, de négrophobie en Tunisie. Hein, on pourrait l'étendre, cette négrophobie, perçue dans plusieurs régions des mondes musulmans, aussi bien au Maghreb qu'en Égypte, j'y reviendrai, mais aussi dans la péninsule arabique. Donc, ce racisme anti-noir, cette négrophobie, elle est très très liée à l'esclavage. C'est un des effets sur le long terme de l'esclavage. Pourquoi on parle de négrophobie liée à l'esclavage? Parce qu'une partie des termes arabes utilisés, par exemple en Tunisie, le terme chouchen, sont liés à l'esclavage et sont appliqués à des hommes et des femmes noirs tunisiens ou à des migrants subsahariens, alors que ce sont des gens libres, juridiquement, il faut quand même le rappeler. Donc il y a un lien assez fort, et j'y reviens dans l'introduction, c'est pas tant l'esclavage qui est tabou, c'est que cette question de la négrophobie qui est tabou et qu'il faut absolument travailler, que les citoyens et les citoyennes, activistes, mais aussi académiques, nous ont appelés à travailler. Donc il y a un lien entre les deux, entre ce qui se passe aujourd'hui et le passé. Ça, c'est très clair. Mais dans le même temps, parce que j'essaie d'être nuancé, par exemple, dans le cas libyen que vous avez cité, le fameux reportage de CNN, je crois que c'était en 2017, qui évoquait les nouvelles formes de l'esclavage parmi les migrants, il est intéressant. Mais c'est toujours la même notion d'esclavage moderne, c'est-à-dire en fait l'exploitation économique forcenée, le contrôle du mouvement des hommes et des femmes, en l'occurrence des migrants subsahariens, est pensé comme une forme d'esclavage. De la même manière, l'exploitation économique de Pakistanais, d'Indiens dans la péninsule arabique, le contrôle de leurs mouvements par confiscation de leur passeport est pensé comme un nouvel esclavage. Bon, c'est important parce qu'il faut quand même alerter sur le droit et l'absence de droit de ces hommes et de ces femmes, aussi bien en Libye que dans la péninsule arabique, dans les nouvelles pétromonarchies. C'est important de le faire. Et il y a quelque chose de vrai dans tout ça, en fait. Même vraiment leur exploitation économique, le fait qu'ils peuvent être vendus, que leur travail est vendu et tout ça. Mais il faut faire très très attention avec cette notion d'esclavage moderne. Parce que, en fait, qu'est-ce qui est à l'origine de ces trafics et qu'est-ce qui est à l'origine de la répression de ces hommes et de ces femmes, de leur domination? C'est quand même bien des logiques très fortes, libérales, d'absence de droit du travail, de réduction du droit du travail des travailleurs dans ces deux zones. Pour la zone méditerranéenne, c'est aussi la très forte répression exercée par l'Union européenne ou sous-traitée
aux pays maghrébins par l'Union européenne qui est aussi à l'origine de ces violences. Donc parler de nouvel esclavage est utile pour alerter les opinions, mais ça ne suffit pas. Parce que le problème, notamment dans le cas libyen, dans le cas du Golfe, c'est qu'on va se dire, ah bah c'est le nouvel esclavage, ça veut dire qu'en fait ces musulmans, ils savent pas changer, qui pratiquent encore l'esclavage. Mais non, enfin, c'est pas la forme qu'il y a eu avant. Parce que avant, auparavant, et même si la souffrance de ces hommes et de ces femmes est grande aujourd'hui, ce qu'il y avait avant, c'est que non seulement des hommes et des femmes étaient vendus, mais qu'il restait la possession de leur maître, hein. Donc ça, c'est fondamental, qu'il y avait un droit reconnu et perçu comme légitime à l'époque de l'esclavage, que n'est pas le cas dans les cas que vous avez cités, dans le cas libyen, on pourrait ne pas l'appliquer aussi au cas pétromonarchie. Le danger, c'est de culturaliser les formes d'exploitation des travailleurs et des travailleuses aujourd'hui et des migrants et des migrantes. Et c'est de faire oublier que non seulement des hommes et des femmes libyens, libyennes, des gens et des pétromonarchies contribuent à l'exploitation de ces hommes et des femmes travailleurs et migrants, et de faire oublier le rôle de l'Europe, le rôle de manière générale, la globalisation économique qui est quand même tout à fait avancée et stimulée par des entreprises états-uniennes dans tout ça. Donc, je le dis encore une fois, il faut alerter sur le sort de ces migrants et migrantes, de ces travailleurs dans les pétromonarchies, mais il faut bien faire attention à ne pas tout expliquer par une culture islamique qui serait une culture de la domination de ces hommes et de ces femmes-là. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et là aussi, c'est un terrain qu'il faut arpenter davantage, notamment en tant qu'historien, mais c'est un terrain qui n'est pas assez couvert, en fait. Tous les agendas idéologiques derrière la notion de nouvel esclavage, qui sont utilisés par des humanitaires et des ONG, bon, pour faire le bien, hein, très très clairement, mais il peut y avoir aussi une lecture derrière qui peut être aussi à vraiment nuancer ou critiquer ou mettre en perspective, en tout cas. Oui, oui, effectivement, en tout cas, c'était assez triste à voir. Et oui, alors la couverture médiatique, oui, alors, à l'époque, effectivement, en 2017, c'était ce fameux reportage de CNN, voilà, qui a cristallisé un peu tous ces fantasmes. Oui, alors ce que le reportage a oublié de dire, et les reportages occidentaux de façon générale, le plus souvent, ils oublient de dire que, enfin, comme le dit Ouria Boutelja, les gens suivent le chemin de leur richesse, hein. Donc voilà, tous ces gens-là qui quittent leur pays, donc tous ces Africains qui quittent leur pays pour essayer de traverser la Méditerranée, donc ils sont obligés de passer par l'Afrique du Nord pour essayer d'aller en Europe. C'est parce que voilà, c'est en Europe que leurs richesses ont été pillées, hein, qu'elles ont été envoyées. Mais voilà, ça Je c'est quelque voulais dire chose. aussi que parallèlement, des migrants tunisiens et marocains faisaient aussi l'objet d'exploitation par des Libyens à la même époque, mais qu'évidemment, et on revient toujours à cette question-là, ça ne minimise pas la négrophobie et la manière dont des gens sont exploités par racisme, hein. Ça, c'est fondamental, hein. Oui, oui, et c'est important effectivement parce que on imagine bien comment dire, le narratif occidental qui va plutôt se focaliser sur l'esclavage des Noirs et ne pas parler de l'esclavage de Marocains ou d'autres, enfin, en Libye. Oui, alors ça, c'est un point bon, ce point-là est un point très important. Euh, Est-ce que l'on voit dans la question de l'esclavage noir versus blanc, qui est une réalité fondamentale, ou est-ce que en Méditerranée, c'est plus compliqué que ça? Notamment pour la période moderne, en fait. De fait, et c'est ce que l'ouvrage montre aussi, les États-Unis ont un rôle fondamental dans l'étude de l'esclavage dans les universités. Et ça s'explique de manière tout à fait justifiée, judicieuse. Il est important de comprendre ce qui s'est passé dans ce pays avant même l'indépendance états-unienne. Et du coup, comme ils ont beaucoup investi pour étudier ce qui se passait dans les plantations, ce qui se passait dans les États-Unis avant et après l'indépendance, leur questionnement sur l'esclavage s'est étendu à d'autres régions. Donc, à partir des universités états-uniennes, on s'est posé la question aussi de l'esclavage dans l'Empire ottoman. Et à partir des universités états-uniennes, depuis Black Lives Matter,
la question raciale est devenue une question très importante qui s'est posée aussi au monde musulman. Donc c'est un effet de stimulation intellectuelle très important, hein. C'est fondamental parce que c'est important que les gens se posent ces questions-là. Mais il y a eu aussi un danger, hein, sur lequel on réfléchit aujourd'hui, à appliquer les questions états-uniennes et les prismes états-uniens et les grilles de lecture états-uniennes sur des zones qui n'étaient pas des zones états-uniennes. Par exemple, l'opposition esclave noir, maître blanc, l'appliquer sur la Méditerranée, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas suffisant, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et moi ce que je suis en train d'étudier, ce sont les derniers esclaves maghrébins en Europe, en fait, fin 18e, début 19e, avec un statut, si vous voulez, juridique. Mais parmi ces esclaves maghrébins, il y a des maghrébins noirs, il ne faut pas l'oublier, qui étaient nés au Maghreb. Il y a aussi des noirs esclaves qui voyageaient avec leurs maîtres maghrébins qui ont été pris en captivité. Mais il y a aussi, et c'est lié, des esclaves juifs maghrébins. Bon, moins nombreux que les esclaves musulmans maghrébins, parce que dans la population maghrébine de l'époque, les juifs sont en minorité. Mais là aussi, aussi bien, il faut avoir cette vision très inclusive de la Méditerranée, parce que les Noirs font partie de la population historiquement du Maghreb, qu'ils soient esclaves ou libres. Les Juifs font partie de la population du Maghreb. Ils ne sont pas séparés, comme certains veulent le dire, de cette population. Donc, vous voyez, en fait, euh, j'y reviens, mais les questions qui nous proviennent des États-Unis sont utiles. Ce sont des moteurs. Mais ces questions doivent s'adapter à des terrains qui ne sont pas les leurs et prendre en compte les particularités qui ne sont pas les leurs. Donc moi, je ne rejette pas du tout, hein, la littérature académique anglophone et états-unienne. Elle est stimulante, intéressante. Mais sur la question raciale, par exemple, nous avons tout intérêt, de manière générale, quand je dis nous, des gens d'origine très différente, à la penser à l'aune de nos expériences, de nos connaissances et des sources écrites que nous trouvons dans des langues différentes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, parce que dans votre ouvrage, vous mentionnez quelque chose de très intéressant, c'est la production littéraire, hein, donc des romans, hein, des fictions, qui sont donc l'œuvre d'écrivaines et d'écrivains nord-africains, qui concernent des vies d'esclaves. euh, En majorité, je présume, des vies d'esclaves noirs. Et voilà, vous citiez en fait voilà, c'est cette production, je ne sais plus si c'était dans les années 2010 ou au milieu des années 2000, hein, vous nous direz. Alors, qu'est-ce que ça suggère à votre avis? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et est-ce que ça reflète, est-ce que ça reflète peut-être une certaine, je sais pas si on peut dire, ébullition intellectuelle, un intérêt pour cette période-là, parce que, et ça aussi vous le mentionnez dans votre ouvrage, la colonisation quand même de l'Afrique du Nord, on peut dire, ouais, donc c'était un trauma en soi, donc elle a fait oublier, hein, elle a peut-être fait oublier ce passé esclavagiste en Afrique du Nord, et voilà, donc qu'est-ce que ça, quel est le sens que vous donnez à ces publications littéraires? Oui, alors là, je vais revenir. Donc, j'évoque ces romans. C'est quand même très, très impressionnant, hein, le nombre de romans qui paraît, notamment en langue arabe, hein, sur des personnages d'esclaves, sur la question de l'esclavage, comme un retour, hein, à cette question-là. Alors, pourquoi je suis venu à ces romans-là? Parce qu'en fait, je suis parti du constat de départ, hein. Vous avez les couvertures de magazines, les livres sur les silences, les tabous dans le monde arabe. Alors oui, l'esclavage, c'est une question taboue, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il y a silence. Et ça, ce constat très paresseux, vous allez le retrouver. Même si mon livre est paru chez Amsterdam, par exemple, le Figaro n'en parlera pas, hein, c'est certain, parce qu'il faut qu'ils pensent à, continuent à penser que nous sommes silencieux. Et derrière ce silence, il y a aussi la question de la bêtise, en fait. En gros, nous sommes bêtes, nous ne pouvons pas parler de nos propres souffrances et de nos propres difficultés en tant qu'Arabes et musulmans. Donc, ce que l'introduction montre, en fait, c'est qu'il y a des travaux académiques, hein, qui ne sont pas évidemment par définition lus par beaucoup, puisque c'est un peu exigeant, mais que ces thèses, notamment soutenues au Maghreb, par exemple,
elles sont pas parues, hein. C'est une question de marché éditorial, c'est une question aussi de crise économique. Mais il y a eu des thèses sur l'esclavage. Mais plus important encore, parce que ce livre, je l'ai enseigné en cours d'agrégation d'arabe. Donc, c'est la question, ce qu'on appelle civilisation moderne. Et les étudiants agrégatifs, ils étaient super, parce que moi, je leur parlais de quelques romans, hein. Je parle de romans de Benjelloun, je parle du travail de la biographie de Fatma Mernissi, qui est très, très importante. Je leur ai parlé aussi d'un autre historien nationaliste marocain qui a aussi publié un roman au début des années 60, donc c'est assez autour de la question de l'esclavage. Mais les étudiants agrégatifs, eux, ils me donnent encore plus de cas. Et c'est vrai qu'on voit apparaître depuis au moins les années 2000, aussi bien au Maroc que dans la péninsule arabique, en Libye aussi, en Tunisie récemment, autour de la question du racisme anti-noir, beaucoup de romans. Ah, ça, c'est passionnant, hein. Ça, c'est vraiment, ça ferait l'objet normalement d'une thèse en littérature si les études littéraires n'étaient pas eurocentrées et si les chaires de littérature n'étaient pas tenues par des gens qui en France n'ont aucune capacité à se décentrer de l'Europe. Et c'est bien pour ça que les gens racialisés dans ces domaines littéraires font carrière ailleurs, notamment aux États-Unis. Donc, s'il y a une thèse à faire, ça peut être aussi sur ça, sur pourquoi ça s'est accéléré ce mouvement autour des romans. La limite de cette euh, croissance du nombre de romans qui sont fascinants, la limite, c'est qu'en fait, ce sont des romans. Et que lire un roman, ça ne veut pas dire euh, être convaincu de la nécessité de lutter contre le racisme anti-noir, la négrophobie. Et là, un historien tunisien, Salah Trabelsi, me disait très très bien à quel point un ancien roman, hein, un vieux roman publié en Tunisie dans les années 60, n'a pas eu des effets auprès de ceux qui l'ont lu pour arrêter d'être raciste. Donc ça, c'est un premier point, une première limite. Deuxième limite, c'est que les romans, par définition, ne sont pas lus par beaucoup, hein. Malheureusement, si une grande partie de la population lisait des romans, peut-être qu'on aboutirait à autre chose, mais ce qui manque, au-delà des romans et des travaux académiques, il faut le reconnaître, c'est qu'il n'y a pas non plus d'œuvres culturelles majeures qui prennent pour protagoniste principal soit un homme, soit une femme noire asservie, hein. Ça, c'est très très important. Ça commencera peut-être, mais je ne peux, à part évidemment le personnage de Bilal, par exemple, auprès du prophète, mais il y a pas, si vous voulez, de personnage comme ça qui soit un personnage contemporain du 19e siècle. Et pourtant, le livre évoque des cas très très intéressants de gens qui pourraient faire l'objet de romans. Je pourrais prendre le cas de Nicolas Saïd, qui a eu un parcours une déportation à partir de l'Afrique de l'Ouest vers la Tripolitaine, donc ce qui constitue actuellement la Libye, puis ensuite la Russie, puis les États-Unis. C'est un parcours exceptionnel. L'autre cas qu'on pourrait évoquer, c'est le cas d'un eunuque ottoman, il me semble que c'est le 16e, 17e siècle, un eunuque noir qui, après avoir été l'eunuque des sultans à Istanbul, est venu se retirer à la fin de sa vie en Égypte, pas loin du Soudan dont il était originaire. Donc il y a plein de cas comme ça, hein. Et je cite aussi le cas d'une femme d'origine tcherkesse du Caucase, devenue esclave, euh, dont le maître, enfin le vendeur d'esclaves l'a mise enceinte, hein. Évidemment, c'est un viol et une exploitation sexuelle. Et ce que l'on a d'elle, c'est un interrogatoire auprès de la police égyptienne à l'époque, au milieu du 19e siècle, retrouvé par un historien ou Toledano. Donc ça aussi, vous voyez, il y a plusieurs possibilités de fiction pour déplacer et changer en fait la perception, en tout cas donner aux gens une vision de ce que a pu être l'esclavage dans ces régions-là. Oui, tout à fait. Espérons que ça va déboucher sur quelque chose de positif. Alors, justement, en parlant du symétrique, hein, donc le côté plutôt négatif des choses, évidemment, comment dire, le fait que le président tunisien avait un petit peu, comment dire, on pourrait dire, il a allumé une allumette. Alors, je ne sais pas s'il s'attendait à un tel effet, hein, mais malheureusement, enfin, beaucoup de Noirs africains, et puis même quelques Tunisiens qui étaient pris, des Noirs tunisiens qui étaient pris dans les filets, ont vu leur vie dramatiquement bousculée du jour au lendemain.
Alors, je crois que c'était suite à un discours, en fait, hein, si je me souviens bien, voilà, qui dénonçait une espèce de grand remplacement. Je ne crois pas que c'était les termes qui étaient utilisés, mais c'était un peu l'esprit. Alors, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose enfin, est-ce qu'il n'a pas importé, donc le président tunisien, est-ce qu'il n'a pas importé quand même des concepts qui sont plutôt européens en faisant ce discours-là? Et qu'est-ce que ça dit en fait, qu'est-ce que ça dit le fait malheureusement qu'il y ait eu un peu une courroie de transmission, bien sûr, c'est pas tous les Tunisiens qui ont agi derrière, mais voilà, il y a eu quand même pas mal d'effets, hein, donc comment dire, des bâtiments et puis des habitations où habitaient des Africains donc subsahariens qui étaient brûlés, hein, ces habitations. Il y en a beaucoup qui ont été chassés du jour au lendemain de leur logement qu'ils louaient et de leur travail, etc. Enfin, c'était vraiment une espèce de chasse aux sorcières. Comment interprétez-vous un petit peu cet événement-là? Bon, cette question-là, bon, évidemment que tout acte de violence contre une personne en fonction de sa couleur de peau, sa religion, son genre, évidemment, sont condamnables. Ça dépasse quand même le cadre de cet ouvrage-là, mais on pourrait le ramener parce que j'évoque assez en longueur quand même dans la dernière partie, puis en conclusion, toute l'action des citoyens et citoyennes, surtout noirs tunisiens, en fait. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent pas ce pays de manière contemporaine, euh, au-delà de ce discours que vous évoquez, il y a eu toute une action hein, depuis la Révolution pour faire reconnaître par la loi la nécessaire condamnation des actes antiracistes. Et puis, il y a eu tout un effort qui peut aller encore plus loin sur la manière dont on va commémorer les affranchissements, les libérations, la condamnation de l'esclavage en 846 par Ahmed Bey. Donc, on peut espérer hein, que nous ne sommes pas dans le creux d'une vague, que nous ne sommes pas dans un backlash contre tout l'effort de ces citoyens et surtout hein, citoyennes que je cite dans l'ouvrage, Prosper, et je cite d'autres activistes qui ont été très importants, Maher Abdelhamid, Houdam Zioudet aussi, sont des figures qui sont importantes, qui restent importantes. Hein. Donc, ce que l'on peut espérer dans ces fluctuations hein, politiques, c'est un travail au long cours, mais ce travail au long cours n'est possible que par des formes d'éducation. Cet ouvrage y contribue, mais aussi un changement aussi de la perception de l'histoire musulmane et nord-africaine en incluant davantage la manière dont les hommes et les femmes noires subsahariens ou maghrébins ont contribué à la construction de ces sociétés. Donc c'est un changement de regard, la manière de se penser aussi comme maghrébins et africains, dont toutes des choses qui sont des effets sur le long terme, hein, qui ne sont pas liés à un discours en particulier. Malheureusement, je ne pense pas qu'on soit dans le contexte de cette cumulation et de cette construction. Mais il n'est pas dit que tout cet effort des citoyens et des citoyennes euh, soit repris par des générations autres. Et on voit à quel point, et j'espère que ce n'est pas un effet illusoire, de générations activistes plus conscientes que nous l'étions, plus sensibles à la question de l'égalité des droits. Hein. On le voit très très clairement hein, sur Raza, par exemple, à quel point toute une jeunesse hein, qui vient à la question politique ou qui est venu par la question LGBT, qui est venu par la question du racisme anti-noir, et qui vient aussi à la question politique par ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et par les actions israéliennes. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, nous ne savons pas ce qui va se passer et il y a beaucoup de souffrance et d'injustice, mais pour moi-même, avoir enseigné à Sciences Po cette année, j'ai vu comment une jeunesse étudiante à Sciences Po a été d'un courage extrême. Elle n'a pas été excluante, en fait, contrairement à ce qu'on dit. Hein, ça a été complètement faux. C'est une jeunesse très inclusive et extrêmement courageuse. Hein. Donc on peut espérer qu'elle mènera les combats sur plusieurs fronts, en fait, et sur la question du racisme anti-noir, la question du genre, des LGBT, et puis aussi la question aussi de la libération hein, des Palestiniens.